Nicolas Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour. Semble-t-il, une bonne partie du clan Chirac, à l'exception de Bernadette, a décidé de se mobiliser pour François Hollande. Ça vous choque ? Moi, je suis respectueux de la liberté de vote. Je préférerais qu'ils votent pour moi, mais bon, s'ils veulent voter Hollande directement. Moi, je voudrais vraiment dire, il y a un premier tour avant le second, quoi. Et tous ceux qui votent au premier tour, pour ceux qui apparaissent comme les finalistes aujourd'hui du second tour, gaspillent leur voix. C'est un chèque en blanc. Un chèque triple blanc. Donc je leur dis, il y a un premier tour, votez au premier tour pour les gens de conviction. C'est la seule façon, attendez, je vais vous dire, c'est la seule façon de peser. Une fois que vous avez fait le chèque en blanc à un candidat dit de second tour dès le premier, mais il prendra jamais en compte vos convictions pour évoluer. Moi j'ai remarqué finalement ma candidature, beaucoup s'en moquaient au démarrage. En tout cas j'ai drôlement influencé les discours des deux, hein. Parce qu'ils veulent tous renégocier les traités européens. Oh là là, soudainement là, avant l'élection. Oh là là, donc ça veut dire quelque part que les candidats de premier tour, même si on peut aller au second tour, sont très utiles à la condition que les Français votent pour eux au premier tour et ne se laissent pas influencer par les sondages et l'état d'esprit ambiant. Vous-même, là, pour le moment, en ce qui concerne votre premier tour, c'est toujours assez bas les intentions de vote, Nicolas Dupont-Aignan. Mais je progresse à chaque fois. Ça reste, on est à 1,5, 2%. Mais je vais vous dire une chose. C'est grâce à l'égalité du temps de parole ? Oui, dans les sondages, mais attendez, dans les sondages, il y a 40% des gens qui disent ne pas prendre encore position. Ça veut dire que quand vous mettez un Hollande à 27%, il y a encore 40% de gens qui pourraient aller sur un autre candidat. Ça veut dire que les Français ont entre leurs mains tout. Il faut dire, je dis à mes concitoyens, vous avez tout entre les mains. Contrairement à ce que vous croyez, ni Hollande ni Sarkozy ne sont obligatoirement au second tour. Vous pouvez changer les choses. Vous n'êtes pas condamné à subir la même politique depuis 30 ans. 15 ans le Parti Socialiste, 16 ans la droite, UMP. Eh ben, on a le choix. C'est quand même extraordinaire, quand même, un pays où pendant 30 ans, vous avez les deux mêmes partis qui se succèdent à tour de rôle, qui nous ont mis dans le mur complet, et qui veulent faire croire aux Français qu'il n'y a que, moi j'ai le courage, reconnaissez-le au moins, de dire qu'il y a une autre politique possible. Et j'ai besoin du vote des Français. C'est comme ça qu'on fera changer les choses. En même temps, si je suis votre logique, le fait que Nicolas Sarkozy reprenne l'idée de revoir le statut de la BCE que vous défendez, le fait que François Hollande s'attaque au marché, à la finance, finalement, très bien, ils ont repris peut-être vos idées, votons pour eux. Eh ben oui, vous êtes sûr qu'ils le feront pas? Ah bah oui. Ils reprennent superficiellement, parce donc que bien sûr. Non mais ils mentent alors. Oui, je ne cesse de le dire, ils mentent. Même quand ils disent que, par exemple, reprendre le statut de la BCE, puisque c'est la dernière proposition. Parlons-en. C'était dimanche le fameux meeting. Oui. Statut de la BCE. La Banque Centrale Européenne. Voilà. Lundi matin, communiqué de Madame Merkel, la vraie patronne. C'est elle, le président de la République française en ce moment. Communiqué de Madame Merkel qui dit, bien évidemment, personne ne peut remettre en cause la BCE. Et une heure après, communiqué de servilité du Premier ministre de la France, Monsieur Fillon, qui dit « Madame Merkel a raison, bien sûr, il n'est pas question. Le président de la République n'a jamais dit qu'il voulait remettre en cause le statut de la BCE. » Donc c'est un propos de tribune, mais c'est pas un engagement pour vous. Exactement. Et la seule façon d'en faire une politique, c'est-à-dire d'en faire un changement, c'est qu'au premier tour, les Français se mobilisent pour ceux qui veulent changer réellement les choses. Et notamment pour moi, mais je le fais de manière générale. D'accord, mais on n'est pas. Mais changer les règles européennes tout seul, ça ne peut pas marcher non plus. Pourquoi les Français en ont conscience de ça. Pourquoi L'Europe, elle s'est faite à plusieurs. C'est faux. Donc on peut pas imposer aux autres et notamment aux Allemands notre façon de voir. Si on est les seuls à penser qu'il faut faire comme ça. C'est faux. Excusez-moi, totalement faux. Les seules fois où on a changé des choses en Europe et on a construit quelque chose, c'est quand des chefs d'État, 3 fois, il y a eu 3 exemples dans l'histoire de l'Europe. Général de Gaulle, qui a fait la politique de la chaise vide. Et puis, au bout d'un moment, les autres partenaires se sont mis autour de la table et on a créé la politique agricole commune qui a assuré l'autosuffisance alimentaire pendant 20 ans. Deuxième fois, Helmut Kohl. Vous croyez qu'il est venu demander l'autorisation de François Mitterrand pour faire la réunification allemande? Et heureusement qu'il l'a pas demandé. Mais ça, c'était une question de souveraineté. Et bien là, c'est pas une question de souveraineté, le chômage des Français, la pauvreté, la misère. C'est pas une question de souveraineté de savoir comment mais on la gère nos BCE, services ça dépend publics. de l'Europe, ça dépend pas uniquement de la France. Mais oui, mais moi je vous dis très clairement, il faut que la France se retire de tout ça. Il faut que la France reprenne en main sa politique. Dernier épisode, Madame Thatcher, vous croyez qu'elle a fait quoi?
Elle a obtenu des dizaines de milliards de livres d'euros que nous continuons à donner parce qu'elle a eu de la fermeté de caractère. Moi, je veux un chef d'État qui, dans une période troublée, dise à nos partenaires, on ne joue plus à un jeu où il y a tricherie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas reconstruire l'Europe sur des basses scènes. Moi, j'ai même proposé quelque chose de très audacieux. On réunit 8 pays. Les 6 de départ, moins le Luxembourg, c'est un paradis fiscal, on n'a pas besoin de lui, le Portugal, l'Espagne et l'Autriche. Et on se met à 8 autour de la table. Et on dit, on veut bien faire l'Europe, mais alors, harmonisation sociale minimum, fiscale, environnementale. Le Luxembourg, s'ils veulent venir, ils arrêtent d'être un paradis fiscal, sinon on les prend pas. L'Irlande, on veut bien les prendre, mais ils arrêtent le dumping avec l'impôt sur les sociétés à 12%. Et c'est nous qui avons payé quand même leur dette. Non mais, on est dans un monde qui marche sur la tête. J'estime que la France doit défendre les intérêts des Français. Et on doit coopérer avec nos amis. Mais voyez, Nicolas Dupont-Aignan, vous avez employé le terme de tricheur, de truqueur, de menteur. C'est exactement les mêmes termes employés par François Bayrou, qui parle aussi de menteur et de truqueur. Alors pourquoi vous vous retrouvez pas là-dessus? Parce que François Bayrou a une analyse juste sur le PS et l'UMP, très juste. Mais François Bayrou ne tire pas les conséquences. Il croit que si lui arrivait au pouvoir et remplaçait Sarkozy, tout changerait. Moi, j'ai l'honnêteté de dire aux Français, ce qu'il faut, c'est arriver au pouvoir pour reprendre en main le pouvoir des autorités non élues qui sont les marchés financiers, Bruxelles, les multinationales. Ça veut dire que la tâche est immense. Ce n'est pas simplement de réélire un homme, c'est de réélire un homme qui sera capable de rendre le pouvoir aux Français, un minimum. Je dis pas qu'on va tout faire, mais un minimum. Et le premier pouvoir, c'est de sortir du piège des taux d'intérêt exorbitants qui assassinent l'Europe. Et là, à la différence de M. Mélenchon, par exemple, qui veut changer la BCE et imposer à l'Allemagne, moi je ne veux pas imposer à l'Allemagne ma politique, mais je veux pas que l'Allemagne m'impose la mienne. Et ça veut dire que je veux qu'on sorte de l'euro pour qu'on paye plus d'intérêts d'emprunt sur les marchés financiers et que la Banque de France finance à 0%. Mais personne n'y croit à la sortie de l'euro. Excusez-moi, Nicolas Dupont-Aignan, personne n'y croit. Personne n'y croit, vous vous trompez. Il n'y a pas un économiste sérieux qui pense. Et les Français, lorsqu'on les interroge, ils disent que très clairement, aujourd'hui, on peut pas faire sans l'euro, même si il y a sans doute beaucoup de choses à... Je vous aime bien, mais vous me faites penser, j'ai vu le film dimanche soir du Titanic, au commandant du Titanic qui pensait que son navire était insubmersible, qu'on pouvait foncer droit vers l'iceberg et que tout marcherait. Et il y avait de la musique même. Je vais vous dire une chose, très clairement. Les économistes, Cotta, Rosa, Sapir, 3 prix Nobel, des banques aujourd'hui travaillent sur les scénarios de sortie de l'euro. L'Espagne va sortir de l'euro parce que ça ne peut pas marcher. On le voit aujourd'hui. Et on est en train de pomper les économies des Français pour les déverser vers un système bancaire fou. Je vous le dis, je prends le pari devant les auditeurs. Vous avez parié que la Grèce sortait de l'euro. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bon, c'est presque fait. Tout le monde, j'en sais rien, mais tous les présents, on prévoit le pire, et pour l'instant, l'Europe, c'est pas le pire, tient, mais difficilement, mais elle tient. Ah bah, elle tient, elle conduit une génération au chômage de masse, les jeunes, 1 sur 2 en Espagne, et maintenant, elle vient d'annoncer, là, parce que c'est eux les vrais maîtres, ils viennent d'annoncer, amusez-vous, petits Français, dans votre campagne électorale avec vos menteurs, vos super menteurs, mais, prochaine étape, suppression du SMIC? Prochaine étape, SMIC par branche? Pourquoi la sortie de l'euro donnerait du boulot aux jeunes français? Mais parce que pour 2 raisons. Je vous l'ai dit, on ne paiera plus autant d'intérêts d'emprunt, donc on va alléger le budget de la France, on va baisser les charges des entreprises, c'est ce que je propose, on va recruter les chercheurs qu'il faut, les enseignants, pour former notre jeunesse à la mondialisation, être compétents. Et puis, 2e point, parce que nos entreprises vont avoir une monnaie moins chère, vont pouvoir exporter et relocaliser. C'est ce qui se passe en Suède. 4% de croissance en Suède cette année. En Pologne, en Angleterre, ça commence à aller mieux. Ils avaient une financiarisation très forte de l'économie. Mais la Suède n'est pas dans l'euro. Oui. Le Danemark, petit pays, on me dit, parce qu'on me dit, t'es un Allemand. Le Danemark n'est pas dans l'euro. Je fais la question avant la question parce que je sais que vous allez me la poser. Vous allez me dire, oh, on est tout petit, la France. Mais c'est curieux, des tout petits pays comme la Suède et le Danemark ont pas leur monnaie qui est calquée sur l'Allemagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils vendent des produits, par exemple, vous savez que la Suède est le leader des prothèses dentaires. Vous savez, des petites dents là qu'on fait. Pourquoi? Parce que c'est 20% moins cher qu'une prothèse faite en France. C'est pas l'euro qui pose problème, c'est la politique monétaire, c'est-à-dire la façon dont aujourd'hui on envisage l'euro. Mais c'est la monnaie en elle-même qui pose problème. C'est une très juste question que vous posez. Mais il y a un hic. Parce qu'en fait, c'est ce qui sous-tend le raisonnement de Hollande et de Mélenchon. C'est qu'ils disent, oui, monsieur Dupont-Aignan a peut-être raison sur l'euro qui est mal géré, mais on pourrait le gérer mieux. C'est une très juste question. Le problème, c'est que l'Allemagne, pour le coup, ne veut pas le gérer autrement.
L'Allemagne, ça va changer. Angela Merkel n'est pas au pouvoir à vie. On voit que vous connaissez pas les Allemands. À juste titre, les Allemands défendent leurs intérêts. Eux, ils estiment que pour eux, ils ont besoin d'une monnaie forte. Nous, on a une démographie vive. On a des jeunes dans les quartiers. Il faut leur donner du boulot. On n'a pas les mêmes intérêts à court terme. Nicolas Dupont-Aignan, vous restez avec nous sur MC dans les GG. Rapidement, on va écouter cet accrochage. Il n'y a pas d'autre mot avec l'équipe du Grand Journal. C'était la semaine dernière sur Canal+, à propos de la souffrance des Français et des salaires des stars de Canal. Vous ne pouvez pas dire droit dans les yeux combien vous gagnez aux Français, parce que c'est une somme tellement extravagante qu'à force de jouer les bons samaritains ici... Mais je ne joue pas les bons samaritains. Non. Dites combien vous gagnez aux Français. Je vous dirai pas. Eh bien voyez, ça veut dire que tous ces gens qui s'en mettent plein les poches, qui donnent des leçons à la terre entière, et qui ne veulent pas voir, vous ne voulez pas voir la souffrance des Français. C'est facile. Oui, plein les poches. Donnez vos salaires. Donnez vos salaires. Donnez vos salaires un jour. Je ne traite pas de voleurs. Mais osez dire votre salaire. Osez dire votre salaire, monsieur Apathy. Mais mon salaire, monsieur, je le mérite, mon salaire. Mais peut-être, alors dites-le. Comme vous. Là, Qu'est-ce qui vous a pris? Vous avez piqué au vif Apathy et Denisot, qui étaient très réactifs. Je veux dire franchement, moi j'accepte qu'on se moque de moi, je m'en fiche. Vous savez, quand on fait de la politique, qu'on défend des idées différentes, qu'on est nouveau dans un paysage politique malgré tout, on prend des coups. Ce que je n'ai pas supporté, c'est que dans les 3 émissions du Grand Journal, c'est cette espèce de morgue, cette suffisance. Surtout quand je parlais de la souffrance des Français, quand j'expliquais que les gens ne pouvaient plus manger, parce que c'est ça la réalité. 1/4 des salariés français ont moins de 750 € par mois. Et quand je vois, dans ce type d'émission très bobo, gauche caviar, que ça donne des leçons de morale à la terre entière, et que j'ose parler de phénomènes graves et qu'on me regarde en coin, comme si j'étais un abruti parce que je parlais de la misère des Français, ben là j'ai explosé. Et pourquoi vous dites-il donne des leçons de morale? Il donne pas des leçons de morale. Canal, c'est une émission de divertissement. Vous plaisantez. Quand j'arrive sur le plateau, on me regarde. C'est tout juste si je suis pas l'homme des cavernes qui descend de ma banlieue. Il y a un regard méprisant. Mais méprisant d'une condescendance. Mais vous n'imaginez pas. Parce qu'on parle... Alors, c'est vrai qu'à un moment, j'ai explosé. J'ai dit, mais attendez, vous connaissez la vie des Français? Vous qui gagnez des fortunes, qui n'a rien à voir avec les journalistes. Ouais. J'ai précisé, rien à voir avec la grande majorité des journalistes. Et ce week-end, j'ai reçu beaucoup de tweets ou de mails de journalistes qui n'étaient pas mécontents de ce que j'avais dit. Parce que trop, c'est trop. Jean-Michel Apathy, il sort de son rôle? Non, mais il sort pas de son rôle, mais pas de mépris pour la souffrance des Français quand on gagne des fortunes, qu'on ait au moins la décence. Voilà. Et pas de mépris pour ceux qui expriment une voix politique différente. C'est ma vérité, c'est pas la vérité que je défends. Personne n'a la vérité. Mais en démocratie, on a peut-être le droit aussi. J'ai élu 3 fois maire, 3 fois au suffrage universel comme député. J'ai pas à être traité comme un chien éternellement.